Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Je suis Hélène Belly, j'interviewe des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept, au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas ? Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui, sur le podcast Les Chercheurs, nous allons interviewer Edgy Dirtystein, qui est artiste, praticienne en tatouage, psychologue corporel et spirituel. Edgy a aussi fait une thèse en littérature française et je prends sa thèse comme un biais pour qu'elle puisse ensuite nous décrire tout son univers, qui est un univers sacrément intéressant. Et je considère que Edgy est une héroïne moderne dans le sens où elle a à la fois une maîtrise de son corps, mais aussi de sa pensée sur des orientations extrêmement originales que j'aimerais donc vous faire découvrir lors de cette interview. Donc Edgy, je vais te laisser tout simplement peut-être comme point de démarrage nous dire quel était ton sujet de thèse en littérature. Alors mon sujet de thèse, c'était le titre exact, parce que les titres sont toujours donnent toujours le ton. Performer la femme sauvage entre chienne et louve, itinéraire d'une lectrice de Virginie Despentes et de Clarissa Pinkola Estés. Ça, c'est du titre de thèse. Moi, j'adore. J'adore. Alors, ouais, tu nous aides à décortiquer le titre, parce que j'aime bien chienne et louve. Mm-hmm. Donc, t'as deux univers. Il y a chienne, louve. Il y a aussi donc l'univers où la pensée de Virginie Despentes, et puis de l'autre auteur que tu viens de nommer, que je connais pas du tout. Donc, peut-être, ouais, aide-nous à comprendre ton titre de thèse. Alors, en fait, c'est un titre qui va s'appuyer sur deux auteurs pour parler, en fait, d'un travail artistique. C'est vraiment une thèse sur la performance artistique et sur ma pratique personnelle de la performance. Et du coup, c'est vrai que les deux auteurs sont diamétralement opposés. Enfin, c'est comme ça que je les présente, en tout cas, dans l'introduction. Dans la mesure où, en fait, elles ont écrit toutes les deux ouvrages qui ont été des best-sellers, en fait, mais qui n'ont pas du tout la même visée. Je dirais, c'est pas tout à fait le même public qui va le lire. Pourtant, c'est exactement la même chose, le même résultat, je dirais, dans l'âme. Quand on finit ces ouvrages, on a juste envie de passer à l'action. On a envie de les offrir à nos sœurs, on a envie de créer, on a envie de faire des choses dans notre vie, d'acter et d'ancrer ce qui s'est dit. Et donc, en fait, ce sont deux auteurs, une, pour le coup, assez punk, Virginie Despentes, que je ne représenterai pas, parce que je pense que beaucoup de personnes la connaissent et qu'elle est assez mythique, qui est assez punk, oui, mais qui est très, dans un féministe, je dirais, assez matérialiste. Et plutôt pro-sexe, avec voilà un véritable engagement dans le corps, mais avec un corps social, je dirais. Et Clarissa Pinkola Estés, qui a plutôt un regard sur les femmes, je dirais essentialistes, jungiennes, psychologues, psychanalyste même, qui soignent essentiellement des femmes. Et donc, il y a quand même un clivage, je dirais, sur la vision des femmes, sur la vision du genre, sur la vision du corps, mais qui, pour moi, est complémentaire. Ouais. Virginie Despentes, elle est française, et Clarisse, elle est quoi ? En fait, elle est américaine. Elle a été élevée aux États-Unis, mais elle est, à la base, elle a une double nationalité de hongroise et de mexicaine. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'elle a une double culture et que, en plus, elle a été adoptée, donc. Ouais. Elle a un univers peut-être effectivement attaché à ce background. Enfin. Énormément. Et quelle différence tu fais là quand tu décris Virginie Despentes féministe matérialiste, mm-hmm. et Clarisse qui est plutôt féministe essentialiste. Quel est le distinguo entre... Bon, peut-être que c'est... Après, je suis pas sociologue, donc c'est vrai que c'est des choses que j'ai survolées, mais qui me parlent, moi, plutôt dans le corps, en fait. Ouais. Mais je dirais, d'un côté, on va avoir un féminisme qui va se baser sur la construction, l'éducation, la société, et dans une déconstruction, finalement, de notre éducation de femmes, et qui va se questionner sur le genre, qui va se questionner sur nos sexualités, etc. Et
quand on va parler d'un féminisme qui est plus essentialiste, on va s'interroger sur l'essence même d'être femme et sur véritablement tout ce qui va être le travail des archétypes, qui pour moi n'est pas forcément une vision complètement essentialiste, mais c'est un autre sujet, et sur le fait que finalement, si je pouvais résumer, je dirais que Virginie Despentes travaille vraiment sur les stéréotypes et Clarissa Pinkola Estés sur les archétypes. Et c'est pas la même chose parce que d'un côté, nous avons le stéréotype, ça enferme. On laisse pas place à d'autres stéréotypes quand on est enfermé dans un stéréotype. Là où l'archétype rassemble. On peut, à l'intérieur d'une même personne, réunir autant d'archétypes que l'on veut, à condition de les accepter, de les regarder en face et de les aimer. Si on les rejette, ça se transforme en stéréotype et là, on est dans autre chose. Et je pense qu'elles se complètent bien, parce qu'il n'y en a pas une qui a raison et il n'y en a pas une qui a tort. C'est vraiment, en fait, pour moi, essentiel de pouvoir travailler sur ces deux facettes-là. C'est pour ça, à la fin, dans ta thèse, tu conclus en disant que qu'est-ce qui fait sens commun, alors, entre Clarissa et Virginie ? C'est l'amour. C'est l'amour ? Oui. Belle conclusion. Non, c'est l'amour, parce qu'en fait, pour moi, elles sont dans une transmission de leur vie, et il y a un peu cette espèce d'archétype maternel chez ces deux femmes. Enfin, qu'elles le veuillent ou non, en fait, c'est quelque chose, c'est pas un stéréotype, encore une fois, c'est un archétype, donc c'est vraiment un sentiment d'avoir une personne qui nous transmet de l'amour et qui nous transmet ses émotions, sa vie, ses douleurs, et sans filtre, en fait. Et ça, quand on peut se reconnaître là-dedans, c'est un véritable cadeau. Et moi, c'est ce que j'ai pris comme exemple pour mon travail de performance. Je vis dans une nuit sans phare, je déteste m'endormir le soir, les mêmes sales gueules à tous les rades, ça en devient dérisoire, mes parano prennent toute la place, mes putains de crises d'angoisse, et des têtes de nœuds pour me le rappeler à chaque fois que je me déplace, j'ai tué l'espoir, d'un jour avoir un peu d'air abonné aux embrouilles de connards quand on fait leur carrière, une poignée de cons à décevoir, ils s'en remettront, j'ai pas le sentiment d'avoir trahi ma trajectoire, ni mon son, y a pas de précarité choisie, si ce n'est celle de l'esprit, que je tente de calmer trop souvent, au gré de mon taux d'alcoolémie, s'il y a qu'une route, je préfère les ronces, au chemin tout tracé, je bégère l'official underground, vos hipsters, vos tasse-pés. Autant dire que je vous emmerde, votre médiocrité me lasse. À vous porteurs de bannières, à vous porteuses de strass, je me branle d'emprunter le chemin de la victoire. Je chanterai pas à ta bête de bœuf, je préfère rester au comptoir. Alors justement, quand tu parles de ton travail de performance, ta thèse, tu l'as fait à un moment de ta vie où tu avais fait d'autres choses auparavant, tu étais plasticienne. Pourquoi tu as fait ce sujet de thèse ? En fait, j'ai fait, juste avant ma thèse, avant d'être en littérature française, j'ai choisi la littérature française parce que j'ai trouvé sur mon chemin de vie un directeur qui était en littérature française et qui m'a dit « ta thèse, je peux t'aider à la terminer, je peux te suivre, je peux te guider ». Moi, j'étais à deux doigts de tout arrêter parce que je ne me reconnaissais pas dans la filière dans laquelle j'étais, les arts plastiques. J'étais donc en master création et recherche artistique, un master très intéressant que j'ai mené à Toulouse, mais j'ai pas trouvé de professeur qui me suivait dans mon délire. Déjà, il y avait du délire. Ouais, il y avait du délire parce que en fait, mais ça a été une des qualités. Je me rappelle d'un professeur en master qui m'a dit je vous mets quand même une bonne note pour votre diplôme, même si je suis pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on vous dit non, vous le faites quand même. Et ça, je suis désolée, je trouve que c'est une qualité, même si ça m'énerve. Et donc, c'était quoi ton délire à cette époque-là ? C'était la performance. En fait, j'ai commencé, on va dire, en 2007, vraiment, j'ai commencé mes études, donc après mon bac, j'ai fait quand même un bac littéraire plastique. Donc j'étais quand même dans les études littéraires, je voulais être professeure d'art plastique à l'époque, je voulais passer une agrég, je voulais être enseignante. Bon. Et puis en fait, j'ai commencé vraiment à la fac, j'ai commencé par la peinture. Puis la peinture, ça m'allait pas, il y avait quelque chose qui était trop figé, je peignais que des corps. Hein. J'étais modèle vivant à l'époque, pour pouvoir financer mes études, etc. Donc je peignais des corps, j'étais devant et derrière le chevalet, on va dire. Et en fait, ça ne m'allait pas. Donc je me suis mise à faire de la photographie en tant que modèle et en tant que photographe, puis de la vidéo, parce que ça ne m'allait toujours pas, il n'y avait pas assez de mouvement, j'arrivais pas à rendre vraiment ce que je ressentais, pour arriver finalement à des vidéos performances, où vraiment je fais des actions, on va dire, et des rituels devant la caméra. Et enfin, la performance, je pense, ça a été l'aboutissement de... Mais en fait, c'est ça que je voulais. Pourquoi j'étais dans une image figée, où je ressens des choses très fortes, et c'est très performatif de peindre.
Mais finalement, personne le sait, quoi. Je suis toute seule, je peux pas le transmettre plus qu'avec des couleurs, mais chacun mettra ce qu'il veut, et je sais pas si c'est... J'ai besoin de crier, là. J'ai besoin de crier. Et en fait, j'arrive en performance, je finis mon master, et je sais pas, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui reste, j'ai pas assez parlé, j'ai pas assez dit ce que je pensais. Je me suis fait en plus un peu claquer le museau, faut le dire, à la dernière soutenance. Je me suis sentie vraiment castrée, en fait, dans mon travail. Donc, je décide de partir en thèse et de me dire, bon ben là, voilà, on y va. Mais au fond, ce que je savais pas et ce que je sais maintenant avec le recul, c'est que j'ai fait une psychanalyse, en fait. À travers vraiment tout ce travail-là, j'ai fait une analyse vraiment de moi-même. Et cette thèse, je l'ai vécue vraiment comme un travail de connaissance de moi-même et de recherche de mes viscères, en fait. Ouais, t'avais déjà entamé de la performance artistique. Tu vas nous dire un petit peu plus ce que t'entends par performance artistique, mais déjà à cette époque-là, avant la thèse, t'étais déjà dans ça. Et la thèse, ça a été un moyen de consolider cet art, d'en faire un concept en soi, de le conceptualiser. Oui, et puis c'était un moyen parce que quand on fait des choses, pour moi, c'est ça l'art aussi, c'est que on sait pas ce qu'on fait. En fait, on crée, c'est viscéral, ça sort. Par contre, après, j'aime bien comprendre ce que j'ai fait. Et je pense pas l'art à l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas... on va pas écrire et réfléchir sur une idée pour ensuite la mettre en place. Bien que oui, dans le protocole, en fonction de comment on va utiliser quelle technique, quel média, il y a quand même un protocole technique qui fait qu'on peut pas faire n'importe quoi et qu'on réfléchit un minimum. Mais pour moi, c'est vraiment d'abord on crée et ensuite on réfléchit. Ça doit partir en fait du ventre, des tripes. Et ensuite, ça monte à la tête. Et là, il y a des mots qui sortent. Sur les mots MAUX. Donc la performance artistique, c'est ton corps qui parle. Ouais. Et la thèse, c'est ta tête qui a parlé d'une certaine manière. C'est un peu ça. Aidé forcément par un maître de thèse, qui lui, aussi, c'est pour ça que je pense que je l'ai choisi, Jean-Michel Devéza, parce que c'est un écrivain, avant tout. Et pour moi, c'était important d'avoir un professeur, un guide, un maître, même spirituel, même s'il n'aimerait pas que je dise ça, mais je le dis quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de... il sait ce que c'est que de pratiquer un art, en fait. Il sait ce que c'est que de vomir ses émotions sur un papier. Donc, il pouvait que m'accompagner intellectuellement après dans la recherche de ce qui avait été fait. Et il a énormément respecté mon travail. À aucun moment, il m'a jugée ou il a... Bon, sauf dans mon écriture, mais il avait raison, j'écrivais vraiment comme un torchon. Mais ça, il avait raison. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, maintenant que j'arrive à peu près à m'exprimer correctement et que voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, tout ce que je faisais, c'est lui qui m'a, par exemple, poussé à faire le journal de la thèse. Ce qu'on a appelé le journal de la thèse, en fait, c'est à l'intérieur de la thèse... Il y a donc tout un travail qui est, on va dire, à la troisième personne, très neutre, très scientifique, etc. Vraiment une sorte d'analyse comparée, en fait, des deux auteurs. Et à l'intérieur, il m'a dit, on n'est pas en art plastique, tu peux pas parler à la première personne. Donc tu vas faire un journal de la thèse où tu vas parler à la première personne en italique à l'intérieur de ton discours scientifique. Et c'est comme s'il y avait eu une petite fenêtre, là, dans toute cette mise en place, dans laquelle, en fait, j'avais le droit de dire tout ce que je voulais. Comme une mise en scène. Là, tu t'autorisais. Exactement ça. Donc, voilà, après, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, quand je relis ma thèse, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. C'est pas grave. Je l'ai fait et c'était, sur le moment, très juste. Quand tu arrives à la fin de ta thèse, t'en es où justement de ton art en tant que performeuse artistique ? À l'époque, c'est difficile à dire parce qu'en fait, je suis arrivée à la fin de ma thèse et j'ai fait un éveil spirituel brutal. Donc en fait, on peut appeler ça un burn-out, une dépression, on peut appeler ça comme on veut, sauf que c'était un véritable cadeau parce que ça m'a vraiment bouleversée et que je suis allée vers autre chose. Mais je crois qu'il y a une partie de moi qui l'a un peu enterrée. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai fait cet éveil et que c'était le moment. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir en post-doc.
Il y avait encore cette idée de il faut que je me forme encore, je dois faire un stage, je veux être chercheuse, mais je suis pas chercheuse en fait, je suis artiste. Donc c'est une forme de recherche, mais ce n'est pas celle que je croyais être. Et de la même façon que je voulais être enseignante en université, enseignant-chercheur, mais je suis pas enseignante comme je croyais vouloir l'être non plus. Et j'ai trouvé cette voie-là d'enseignement qui est complètement un enseignement spirituel en fait, mais qui est tout autre. Mais à ce moment-là, je sais pas trop où j'en suis. Et je pars au Canada, effectivement, où vraiment, c'était en 2016, donc c'est quand même 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, mais j'ai mis pendant 2 ans à préparer mon sujet, j'étais comme ça, à écrire des articles, à être obsédée par ça, puis être bien, pas bien, je savais pas trop. Et effectivement, quand j'arrive au Canada, je ne fais que pleurer. Et je me dis, ok, c'est super, je suis là où je veux être, je fais ce que je souhaite faire, mais je ne suis pas là où je dois être, en fait. J'ai l'impression d'être à côté de mon corps, là, il y a un truc qui va pas. Et oui, parce qu'en fait, mon travail artistique a disparu, en fait, d'une certaine manière. Je suis passée dans l'intellect pur. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce que c'est ma nature et que j'ai besoin d'exprimer les choses et que là, j'avais plus d'espace pour le faire. Mais donc qu'est-ce qui se passe quand tu es au Canada et que tu te rends compte de ça? Je laisse faire. Ouais. Je me dis que je suis pas pour rien, qu'il y a quelque chose qui m'a amenée là. Mais c'est comme si, entre-temps, comme j'ai fait cet éveil brutal, j'ai été quand même très choquée de la position dans laquelle j'étais. Enfin, c'est comme si d'un seul coup, je l'avais eu... je crois que c'est les Asiatiques qui appellent ça le satori. C'est vraiment quand t'as les yeux fermés que d'un coup tu les ouvres. Sauf que je les ai ouverts à un endroit où d'un coup je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi ? Qu'est-ce que je fous là ? Je suis pas chercheur, c'est pas là que je dois être. Comme si finalement le résultat être là où j'étais, comme j'avais mis du temps, tu sais, c'est quand même tout un protocole pour trouver ton directeur, pour mettre en place le déménagement, le ceci, le cela, le visa. Bon, et finalement, tout ce temps-là, à chercher et à rythmer le truc, je me retrouve dans un endroit où finalement je suis dans des désirs qui datent d'il y a 2 ans. Mais là, à l'endroit au présent dans lequel je suis, je ne suis pas à ma place. Donc, je laisse faire, je finis mon engagement, parce que j'étais quand même avec une femme absolument merveilleuse, une équipe de recherche incroyable. Je profite de cet espace dans lequel je suis. Parce que justement, postdoc au Canada, tu faisais quoi comme étude ? C'était plus de la littérature ? Non, c'était plus de la littérature. J'ai passé... en fait, ça a été un peu mitigé. Moi, je voulais travailler sur les artistes femmes travailleuses du sexe, qui sont à la fois artistes et travailleuses du sexe et qui transmettent finalement leur connaissance de leur corps et parce que pour moi, une travailleuse du sexe, c'est une thérapeute, de la thérapie qu'elles font dans leur travail à travers leur art. Donc, soit à travers la performance, soit à travers la littérature. Donc, je voulais travailler sur Nelly Arcan, qui pour moi est assez remarquable d'honnêteté, de franchise et de... Je sais pas, elle a quelque chose, cette femme, de très, très touchant. Qui est Nelly Arcan ? Nelly Arcan est une écrivaine québécoise qui était escorte et qui a écrit vraiment sur ça, mais pas que, parce que c'est, on va dire, le fil rouge de son travail. C'est un peu comme ça qu'on l'a décrit, mais derrière, il y a vraiment une femme humaine qui s'interroge sur son rapport au corps et à la norme, et qui veut tellement être dans la norme. Finalement, dans ses ouvrages, ses héroïnes, c'est un peu elle, quoi. Et elle nous transmet la personne qu'elle est comme étant quelqu'un qui veut tellement être dans la norme qu'elle en devient frixe. Elle est vraiment, mais totalement en dehors, quoi. Enfin, il y a quelque chose de presque monstrueux à vouloir absolument tout le temps jouer de la chirurgie, de la séduction, etc. Mais c'est tellement bien écrit, honnête et touchant, que c'est une femme qui fait énormément réfléchir sur justement les conditions, les canons de beauté, etc. des femmes. Et à côté, il y avait Grisélie d'Israël, sur qui je voulais travailler aussi. En fait, je suis en train de te dire tout ça, mais je n'ai pas travaillé finalement. J'ai commencé. Non, t'as abordé ces sujets-là qui t'intéressaient. C'est ça. Et j'ai pas eu le financement que je voulais. J'en ai eu un autre, du coup, pour un autre boulot dans ce stage-là. Et finalement, j'ai travaillé sur quelque chose de beaucoup plus concret, parce que c'est
c'est pas mal en fait, ça m'a fait redescendre. C'est bien d'étudier effectivement des auteurs, puis bon, c'était quand même pour la plupart Griselidis, Nelly Arcan, ce sont des auteurs qui sont mortes. C'est des icônes en fait, mais là en fait j'ai travaillé avec Culture du témoignage, qui est en fait un petit groupe de recherche qui travaille sur le témoignage des personnes minorisées dans la société. Et donc on a fait un colloque, on a fait un ouvrage, un compte rendu de colloque en fait. Et j'ai travaillé sur ce compte rendu de colloque à fond, et voilà, sur les interviews, sur les rencontres avec les personnes. Toujours au Canada, et rappelle-nous justement le titre de ce colloque. Enfin, tu as co-dirigé ce colloque. C'était oui, quoi, c'était. Alors, moi, j'ai pas co-dirigé le colloque parce que je suis arrivée au moment où j'ai participé au colloque. J'ai surtout aidé à l'ouvrage, et l'ouvrage c'était donc le témoignage sexuel comme levier de changement social. Voilà. Et donc l'ouvrage est de Marianne Ngemensa, et qui travaille en sciences sociales en fait à l'UQAM. D'accord. Voilà. Mais justement, quand tu es au Canada, tu nous le disais tout à l'heure, tu étais en plein éveil. Ouais. En pleine éveil de conscience. Ouais. Et effectivement, en pleine réflexion ou recherche d'un positionnement. Non, même pas. Je crois que je cherchais pas. En fait, l'éveil que j'ai vécu, j'ai juste pris une grosse claque dans la gueule, en fait. Ouais. J'ai pris vraiment une grosse claque brutale, et je me suis comme réveillée, finalement. J'ai eu la sensation que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je pense que une thèse, c'est un accouchement. Et je crois que c'est comme si j'avais eu ma dépression postpartum, tu sais, où je me retrouvais, en fait, finalement, avec un chemin que je regarde, et je me dis, mais en fait, je fais tout ça depuis le début parce que je sais pas où il est, mon corps. Je crois que je travaille sur l'incarnation, sur la chair, sur tout ça, parce qu'en fait, j'y connais rien. Ouais. J'y connais que dalle. Je ne sais pas qui je suis, je ne connais pas mon corps. Et j'ai beau montrer au monde sur scène que je ne sais rien. Et c'est vraiment, ça m'a mis ça dans la figure, quoi. Et ce qui a donné... ce qui a, on va dire, engendré tout ça, c'est pas que la thèse, c'est que je suis tombée enceinte, en fait, à la fin de ma thèse, et que, il y a eu des complications qui ont fait que je n'ai pas pu garder le bébé, et j'ai dû avorter, mais j'ai pas du tout supporté, en fait, cet acte-là. Ça m'a complètement remis face à des souvenirs d'enfance, des choses, enfin, ça m'a réveillé beaucoup de souvenirs, et ça m'a remis à ma place. Ça m'a remis à ma place. Et même si, effectivement, j'en ai souffert, je pense que c'est la clé de ce que je suis venue faire ici. Et ça m'a vraiment... je pense que de tout ce que j'ai cherché pendant toutes ces années, c'était un peu... en quelques semaines, en fait, c'était la réponse, quoi. D'accord. Dans le corps. Pourquoi tu dis « ça m'a remis à ma place », comme si c'était une leçon, comme si il y avait un petit côté mauvais élève. Pourquoi? Non, pas une leçon. Là. Pas une leçon, un enseignement. Un enseignement. Ouais. C'était plus un enseignement sur moi-même, en fait. Et parce que je crois qu'en fait, on passe notre vie à se construire des avatars. Et que j'étais dans cet avatar-là. J'avais cette espèce de tour d'ivoire autour de moi, là, j'avais construit quelque chose, et j'étais sûre de moi. Il y avait rien qui pouvait péter ça. Et ma construction s'est faite à l'encontre aussi de mon éducation qui était religieuse. Donc forcément, quand je me retrouve face à ce dilemme de savoir je garde pas, j'avorte pas, c'est bien, c'est pas bien, on est dans des trucs qui sont complètement constitutifs de notre éducation, qui sont déjà constitutifs de l'éducation patriarcale dans laquelle on grandit, mais aussi, après, plus intimement, de l'histoire des femmes de notre famille. Et effectivement, voilà, il y a eu des choses qui se sont réveillées, mais des choses... ma grand-mère est sage-femme, donc il y a beaucoup de liens qui s'est fait avec les femmes de ma famille. Et c'est ça que je dis, quand je dis je me suis fait remettre à ma place, c'est moi qui ai fait le choix de me faire remettre à ma place, parce que j'aurais très bien pu, continuer tout ça, mon avatar et toute cette vie, garder l'enfant, puis faire... voilà. Sauf que ce choix, il est venu aussi... je dis toujours que c'est venu un peu élaguer mon arbre gynécologique même, et que c'est venu finalement redonner du sens finalement à la vie, au sens que je donnais à ma propre vie. J'ai l'impression avec cet avortement que je me suis accouchée moi-même, plutôt que d'avoir finalement... T'as pas donné vie à un enfant, mais tu t'es donné vie. Je me suis donné vie à moi-même, vraiment. Et ça a bouleversé beaucoup de choses, notamment dans mon rapport aussi aux femmes, dans mon rapport à ma mère, dans mon rapport à la religion aussi,
parce que du coup, c'est vrai que j'ai su complètement faire la part des choses entre le religieux et le spirituel. Et voilà, ça a été la réponse, en tout cas, qui est venue. Et je dis toujours, j'ai la sensation de m'être incarnée à 30 ans. Et donc à 30 ans, à ce moment-là, t'en es où ? Tu reviens en France après l'épisode du Canada. Ouais. Et tu reprends tes performances artistiques ? Non, pas du tout. En fait, je pars parce qu'il y a une histoire d'amour aussi derrière tout ça, et je pars seule. Et finalement, la personne qui m'accompagne, bon, aujourd'hui depuis 10 ans, mais à l'époque, décide, alors que tout allait très bien entre nous, décide de me quitter parce que lui aussi, il a ses propres questionnements et sa propre recherche à faire. Mais bon, ça dure pas très longtemps parce qu'il me laisse partir à l'aéroport et puis 8 heures plus tard, il m'appelle, il me dit qu'il me quitte plus. Donc c'était un peu Dallas. C'est ça l'amour. Non mais c'est ça l'amour. Non mais c'est une histoire. Je la raconte toujours dans les ateliers, les cercles de femmes qu'on fait parce que c'est toujours c'est vraiment voilà, c'est un conte. Et non, mais finalement en fait, ce voyage a été plus une page blanche. Je vois toujours. C'est une amie à l'époque qui me dit mais Toulouse c'est la ville rose et Montréal, c'est un peu ta page, c'est la ville rose, mais c'est une ville rouge, quoi. C'est une ville espagnole, c'est une ville, les gens, ils sont dans la rue, c'est très militant, c'est très actif comme ville. Montréal, c'est blanc, c'est tout blanc. Et puis, au-delà de la neige, quoi, il y a quelque chose de très, les gens c'est très américain, quoi. Ils sont très souriants, tout va bien, tout est. Et du coup, il y a eu un espèce de blanc. D'appel comme ça à pose-toi là, Ouais. Pose-toi. Réfléchis là, réfléchis plus, non. Vis ta vie ici, là, le temps de voir les choses. Écoute les autres. Arrête de réfléchir sur toi, là, écoute les autres. Regarde ce qu'ils ont à dire, écoute. Et finalement, j'ai commencé à faire des ateliers de tarot là-bas. J'ai reçu l'enseignement du tatouage, mais que je n'ai pas choisi. Parce qu'une amie devait se tatouer dans son salon toute seule pour elle-même. Et puis qu'elle m'a dit, tiens, la machine, c'est toi qui me tatoue. Et j'ai dit, mais je sais pas. Elle m'a dit, si, tu sais. Donc j'ai dit, ok, je sais. Bon, 2 heures plus tard, j'étais encore en train de la tatouer. Et en fait, à partir de là, tous les gens que je connais autour de moi m'ont soit offert du matériel pour tatouer, soit des machines, soit encouragé. Donc j'étais là, mais arrêtez, je fais pas ça, c'est pas mon truc. Et au final, quand je rentre, effectivement, je termine mon contrat et je rentre et effectivement là je commence en fait à non, je demande mon copain en mariage. Il dit oui. Ouf. Non, parce que après quand il est parti, moi je lui dis voilà, quand on est dans l'amour, on laisse partir quoi. Mais bon, c'est un autre sujet. Et effectivement, on se marie, on fait un bébé. Enfin, je tombe enceinte dans la foulée, puis du coup, le tatouage se présente. J'ai pas envie. Enfin, je sais pas. Ma vision du tatouage, je sais pas. J'avais peut-être une vision ça fait des années que je me tatoue, que je suis dans cet univers-là, mais c'est pas quelque chose que je faisais, que j'avais déjà lié avec tout ce que j'avais recherché jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est d'une évidence. Je commence en fait à lier le tarot avec le tatouage et me rendre compte qu'en fait finalement un ancrage EN n'est autre qu'un ancrage AN parce que c'est du symbole. Et là, je commence à partir en fait dans l'étude de la symbolique du corps humain et de à quel moment, pourquoi j'ai fait ce tatouage à cet endroit, pourquoi je porte ce symbole sur cet organe. Et en fait, ça se passe comme ça, quoi. Ce qui est dingue dans ton histoire, c'est que là, tu viens de faire un saut, mais énorme. On était sur la thèse en littérature, sur les études au Canada où tu te recherches, sur le postdoc, et puis presque soudainement, enfin, c'est certainement pas venu soudainement, mais le tarot s'impose un peu à toi.
et raccroche tout ce que tu as pu faire auparavant en tant que plasticienne. Ouais. Parce qu'il y a quand même ce lien-là aussi. C'est vrai que c'est très fort. T'es super douée en dessin, tu dessines superbement bien. Merci. Non, oui, c'est vrai, mais c'est en fait, ça fait partie de mon éveil brutal, en fait. Ouais. À partir du moment où j'ai commencé à me réveiller un matin en pleurant et pas savoir ce que j'avais, je faisais énormément de rêves, en fait. Et je me suis retrouvée face à un rêve, une nuit, où je me retrouvais avec une femme que je ne connais pas, hein, mais je me rappelle même plus son visage. Enfin, je sais que c'était une femme d'un certain âge. Alors, je sais pas qui c'était au départ, mais après, maintenant, j'aime à me dire que c'était mon arrière-grand-mère, en fait. Elle était je dis que c'est une vieille femme, mais elle n'était pas si vieille que ça dans mon rêve. C'est juste que je pense que c'était une vieille âme. Bon. Ta grand-mère était sage-femme ? C'était mon arrière-grand-mère. C'était ton arrière-grand-mère. Mais c'est la mère de ma grand-mère sage-femme. Oui, du coup. Voilà. Et en fait, je savais pas que c'était elle. Hein. Dans mon rêve, au moment où je fais le rêve, je ne sais pas que c'est elle. Elle me donne une carte et avec dessus, je ne savais pas non plus ce que c'était. Je vois un vieux avec une lanterne. Je tape vieux, lanterne, carte. Je tombe sur l'ermite dans le tarot de Marseille. Je sais que le tarot de Marseille est dans ma famille. Mes tantes, mes arrière-tantes, mes grandes-tantes et voilà, certaines cousines tirent les cartes. On est dans une famille quand même des deux côtés qui a grandi en Algérie, qui pratique énormément des rituels, qui fait beaucoup de syncrétisme avec le catholicisme et d'autres pratiques païennes, espagnoles en plus. Bon, et en fait, je ne sais pas, mais j'achète en googlisant tout ça et en voyant ça, je me jette sur le premier jeu de tarot. Un Grimaud, je crois, ou un Jodorowsky. Je crois que c'était Jodorowsky. Et je me retrouve avec... donc, je commande un livre, je regarde plein de PDF, plein de trucs, je lis, parce que de toute façon, je savais faire ça. J'étais dedans. Hein. Donc, je me renseigne à fond et le tarot rentre dans ma vie comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne voyais plus mes parents depuis quelques années. C'est un peu intime, tout ce que je raconte, mais je ne dissocie pas ma vie intime de ma vie professionnelle, en fait. Tout ce que je fais, là, je le dois à ce que je traverse, en fait. Et j'ai pas l'impression même si effectivement je raconte ma vie en 3D, j'ai pas la sensation que je me sens pas dénudée, quoi, si tu veux. Ça me paraît complètement logique. Et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs sur scène, en performance, de toute façon. Et en fait, je suis en froid avec mes parents, je ne les revois plus. Voilà, pour des raisons personnelles, pour le coup, mais en tout cas liées à la religion. Et je me sens traversée à un moment donné de cette période-là par un pardon immense qui me transperce le cœur, où je me sens comme si je tombais à genoux. Mais quelque chose vraiment de très très fort. Bon, n'importe quel psy dira que j'étais en pleine dépression. Mais je m'en fous, moi je le vis pas du tout comme quelque chose de... Enfin, c'était trop beau, en fait. C'était trop beau. Donc j'ai appelé ma mère tout de suite, sachant que, voilà, quoi, on ne s'appelait plus, et voilà. Et au moment où je lui dis je suis désolée, j'ai même pas eu le temps de lui dire qu'elle me dit je suis désolée. Comme si finalement le moment où on est prêt à pardonner à quelqu'un, c'est parce qu'en fait on s'est pardonné à soi, en fait, et que les choses voilà. On attend depuis des années que notre mère ou notre père nous dise pardon, mais en fait, si nous on n'est pas capable de pardonner, je vois pas pourquoi il y a vraiment cet échange, en fait. Et quand je la vois, elle me voit avec un jeu de tarot. Et je la vois très émue, et elle me dit « Mais qui t'a donné ça ?» Je dis « Moi. » « Non, mais qui ?» Et je lui dis « J'ai fait un rêve, et puis ci, et puis ça, puis je lui raconte tout ce qui se passe, et voilà. » Et effectivement, elle me dit « Tu portes le prénom Julie, parce que mon véritable prénom, c'est Anne-Julie, de ton arrière-grand-mère, tarologue et analyste de rêves, juive espagnole. » Il y a un héritage, là. Ouais, mais je ne le savais pas, en fait. Et là, je l'ai vécu dans mon corps, si tu veux. C'est quelque chose qui est ancré. Et voilà, donc à partir de là, c'était ça, et c'est tout, en fait. Il n'y avait plus rien qui comptait. Et de toute façon, c'est un outil qui est tellement puissant, qui m'a tellement révélé sur moi, sur le monde et sur l'état où j'en étais, parce que
J'avais pas du tout. J'ai essayé d'aller voir des psys. Je me suis pas sentie, en fait, j'ai pas trouvé la bonne personne. Je pense que le seul enseignant que j'avais, c'était moi-même, en fait, à ce moment-là. Donc là, tu te mets à fond en découvrant tout ça. C'est une géniale découverte sur toi, en fait. Sur toi et sur tout ce qui commence à t'intéresser, à savoir la tarologie. Tu te rends compte, en plus, que tu as quelqu'un dans ton histoire personnelle, et pas des moindres, qui connaît déjà cet art-là. Ouais. Donc ça ne peut que te pousser à aller encore plus loin. Ouais. Et du coup, à accompagner. Et c'est assez drôle parce que j'ai eu les cartes dans la main. J'ai directement tiré les cartes aux gens. J'ai directement travaillé là-dedans. Alors que j'ai pas eu forcément de formation au départ. Après, j'ai trouvé une professeure. Quelqu'un qui m'a enseigné, mais qui était la tante d'une amie. Donc c'est aussi rigolo parce que du coup, je faisais en plus espagnol. Donc il y avait comme une sorte de projection comme ça très forte. Ça restait comme un truc de famille, un truc de femme en fait. Et effectivement, il y avait ce besoin quand même d'avoir un maître, une maître qui me guide. Et ça m'a permis ensuite d'accompagner avec cet outil des femmes aussi. Pas que des femmes d'ailleurs, mais il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent sur elles, qui veulent aller voir au fond. Ouais. Ça c'est certain.